Bonjour et bienvenue sur Impulse TV. Si vous avez vu nos premiers épisodes, vous savez comment fonctionnent HTML, CSS, JS et même un peu les serveurs web. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le front-end. À l'autre bout des applis web, Yanis vous a montré comment stocker et manipuler des données structurées avec ces 3 épisodes sur SQL et SQLite. La prochaine étape se passe ici. Il manque quelque chose et on en parle maintenant. Alors bienvenue dans notre épisode Backend, la face cachée des applis web. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui est comment afficher des éléments qui sont dans une base de données sur le navigateur web de nos visiteurs. En pratique, nous allons déplacer des éléments de notre menu du jour, qui sont pour le moment dans notre HTML, vers une base de données et en profiter pour définir un contenu différent d'après le jour de la semaine. Nous aurons donc à la fin de cet épisode un menu du lundi, un autre le mardi et ainsi de suite. Il y a 2 architectures possibles pour obtenir ce résultat. La plus récente consiste à produire dans le serveur web un nouveau format, par exemple le format JSON, qui contiendra les données qui nous intéressent. Dans cette méthode, le navigateur exécute un code JavaScript qui va déplacer les données du JSON vers l'HTML. Cette méthode nécessite qu'on parle de nouveaux concepts comme les frameworks, les API, les routes et plein d'autres choses marrantes. On va donc la laisser pour plus tard. Et si vous êtes impatient, l'épisode de Cyril qui en parle sera ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer la seconde méthode. Elle est certes plus ancienne, mais elle reste encore à l'heure actuelle la plus utilisée au monde. Elle consiste à se servir des données de la base de données pour améliorer notre HTML directement sur le serveur. C'est donc grâce à un langage de programmation interprété sur le serveur web que nous allons modifier l'HTML que nous avons écrit dans nos précédents épisodes. Même s'il perd un peu de terrain et va continuer à en perdre à l'avenir, le langage de programmation back-end le plus utilisé au monde est PHP. Il est utilisé par 76% des sites. Comme on avait commencé à utiliser Nginx dans nos précédents épisodes sur le web, on va donc commencer par apprendre à notre serveur Nginx à parler PHP. Dans le fichier de configuration nginx.conf, quand il y a un dièse, c'est que la configuration n'est pas prise en compte. Par exemple, HTTPS sur le port 443 est désactivé sur notre serveur. Notre serveur est configuré pour le moment sur le port 80 qui est le port réservé aux requêtes HTTP. Comment expliquer les ports? C'est du réseau et en général, quand je commence à parler de réseau, je perds du monde. Alors rapidement, sachez juste que sur une machine, il y en a un peu plus de 65 000, que les 1000 premiers sont réservés pour des services standards comme HTTP ou HTTPS et qu'ils permettent des branchements, des connexions entre un ou plusieurs clients vers un ou plusieurs services. Pour la connexion d'un navigateur à un serveur web Nginx, ça donnerait ça. Et aujourd'hui, on va utiliser les ports TCP/IP pour faire communiquer notre Nginx à un service PHP sur la même machine, comme ça. Ça vous semble compliqué? Vous allez voir que ça ne l'est pas tellement. Dans ma config Nginx, j'ai donc un serveur qui écoute sur le port 80. Et comme j'ai laissé la valeur localhost à ce paramètre, le serveur va répondre peu importe le host qui est demandé par le navigateur. Ah oui, il faut que j'explique le host. Dans une adresse internet comme celle-là, ça c'est le protocole de communication, ça c'est le host, et ça c'est ce qui s'appelle la location. Et justement, dans ma configuration, je retrouve bien une location qui est le slash. En gros, ça indique à Nginx que si le navigateur a demandé cette adresse, le serveur va aller chercher une ressource, un fichier qui s'appelle index.html dans le répertoire HTML de Nginx. C'est le répertoire qui se trouve ici, chez moi. Voici donc la première étape de ce tuto. On va dire à notre serveur Nginx qu'il devrait aller chercher de préférence un fichier qui s'appelle index.php. Avec la config comme ça, si le fichier index.php existe, le serveur va l'envoyer au navigateur, et s'il n'existe pas, il va chercher si index.html existe, et ensuite éventuellement un fichier qui s'appellerait index.html. La seconde étape de mon tuto va consister à demander à Nginx de se servir d'un interpréteur de langage PHP dès que le fichier qui est demandé a l'extension PHP. CGI est le protocole qui servira à notre Nginx à communiquer avec l'interpréteur PHP qu'on va installer sur le port 9123 sur ce serveur. En gros, quand Nginx verra qu'il doit servir une ressource avec l'extension PHP, il va l'envoyer à l'interpréteur qui va nous rendre la ressource après l'avoir interprétée. Patience, vous allez comprendre.
Si vous venez d'installer Nginx, comme on le montre dans notre épisode sur la mise en ligne, il vous suffit de retirer les dièses de la configuration CGI PHP pour activer cette configuration qui a été préparée par les développeurs de Nginx. Pour le port de notre service PHP, j'ai choisi 9123 et je change ce paramètre-là qui indique au service PHP qu'il trouvera ces fichiers dans le même répertoire que Nginx. Maintenant, je peux installer le service PHP sur cette machine. C'est assez simple à faire. Depuis le site windows.php.net, je télécharge le fichier vs16 threadsafe et je le décompresse dans un sous-répertoire que j'appelle PHP dans mon répertoire Nginx. Pour démarrer le service PHP, ce sera cette commande qui indique en paramètre le port sur lequel ce service va fonctionner. Maintenant, je peux tout simplement renommer mon fichier index.html en index.php. Ensuite, je redémarre mon serveur Nginx avec cette commande pour que la nouvelle configuration soit chargée et ça y est, tout est prêt à exécuter du PHP. Pour le moment, quand je rafraîchis mon navigateur, je retrouve bien la même page qu'en début d'épisode. Mon fichier HTML est devenu un fichier PHP, mais à l'intérieur, il ne contient, pour le moment, que le code HTML que j'avais écrit dans notre premier épisode. Et c'est ce point qui a fait le succès de PHP. Migrer en PHP est une opération douce et progressive. On va tout simplement commencer à écrire du PHP qui sera exécuté au niveau du serveur web directement dans notre HTML. Et durant tout le processus, l'HTML va continuer à être envoyé tel quel au navigateur. Pour intégrer un morceau de PHP dans notre HTML, il suffit d'y ajouter ces balises un peu spéciales. Et tout ce qui se trouvera entre ces balises sera automatiquement interprété par le serveur. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de ces balises restera simplement envoyé tel quel à notre navigateur et traité comme de l'HTML tout à fait standard par le navigateur. Commençons. Ici, je crée une variable que j'appelle numéro du jour de la semaine et qui va recevoir un numéro de 0 à 6, 0 représentant le dimanche, 1 le lundi et 6 pour le samedi. Avec la commande echo, je vais envoyer une chaîne de caractères depuis mon interpréteur PHP vers sa sortie standard qui est le fichier HTML. Donc désormais, quand je demande mon index.php à l'aide de mon navigateur, je vois que ce message s'est ajouté à mon HTML. Et si je regarde en particulier le code source de l'HTML, tel qu'il a été reçu par le navigateur, je vois bien que dans l'HTML, j'ai reçu la sortie standard de mon code PHP et pas le code PHP lui-même. Le code PHP n'est vu que par l'interpréteur PHP sur le serveur. Donc mon code ne sera pas accessible par mes visiteurs, contrairement au code HTML ou CSS qui, eux, sont accessibles aux visiteurs avec la touche F12 du navigateur. Nous venons donc d'écrire pour la première fois un bout de code back-end. C'est comme ça qu'on appelle le code exécuté côté serveur. Un code back-end est souvent considéré comme plus sécurisé que le code front-end puisque le code source back-end n'est pas accessible par les utilisateurs de l'application, alors qu'en 2 clics, un visiteur peut accéder au code front-end qui est dans la mémoire du navigateur. Alors évidemment, mon PHP est censé générer du code HTML propre, et c'est ce que je fais ici en ajoutant une balise P autour du texte généré en PHP. Pour continuer ma migration vers PHP, je rajoute ici une variable semaine qui est un tableau des différents jours de la semaine. Ensuite, je crée une variable jour de la semaine qui recevra le nom du jour que nous sommes aujourd'hui. Je vais pouvoir maintenant vous montrer une autre version de la balise PHP. Plus grand interrogation égale me permet de faire la même chose que la commande echo, à savoir renvoyer une variable vers la sortie standard et donc l'HTML. Avec cette syntaxe, le texte menu du jour va devenir menu du lundi, du mardi, etc. Ça marche. Au moment où on enregistre, on est bien mardi. À partir de là, plein de possibilités s'ouvrent à nous. Je vais maintenant pouvoir utiliser des données qui se trouvent sur mon serveur ou sur mon réseau privé pour créer à la volée du code HTML. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la majorité des sites internet dans le monde. Par exemple, le logiciel WordPress, sur lequel sont développés près de la moitié des sites qui existent, est écrit en PHP. WordPress fonctionne souvent sur un groupe de logiciels qu'on appelle WAMP ou MAMP ou LAMP. WAMP, ça veut dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Et quand le serveur est un Mac, on dit MAMP, et si le serveur est un Linux, on dit LAMP. Dans WordPress, les contenus de tous les articles et de toutes les pages qui sont publiés sont en fait stockés dans une base de données MySQL. Et au moment où un rédacteur crée une nouvelle page, elle est ajoutée dans la base de données. Donc, quand un navigateur interroge le serveur web, qui est très souvent un serveur Apache,
Le code WordPress est interprété par PHP pour fabriquer la page HTML qui sera renvoyée au navigateur. C'est ce qui permet à WordPress de rajouter des pages et des articles sans l'intervention de développeurs. Pour cette démo, on a préféré Windows parce que la majorité d'entre vous est sur Windows et on utilise Nginx à la place de Apache. Et pour la base de données, on va utiliser la plus facile à installer, SQLite. Mais le principe de ce qu'on va faire maintenant est quand même très similaire à ce que fait WordPress. Pour la prochaine étape, j'ai préparé notre base de données. J'ai bien suivi les tutos de Yanis sur SQLite et au final, j'ai dans ma base de données une table entrée avec 4 champs. Le nom d'une entrée que je voudrais afficher ici, une description que je voudrais afficher là, une valeur numérique qui est à 1 si l'entrée est vegan et à 0 si elle ne l'est pas, et le numéro du jour de la semaine où on propose cette entrée. La table dans SQLite, ça donne ça. Faites pause à la vidéo si vous voulez voir les détails, et de toute façon, je vous ajouterai un lien du code et de la base de données dans la description. Le fichier pouletmaillot.db de la base de données, je l'ai placé en dehors de mon répertoire HTML. Si je l'avais placé dans le répertoire HTML, il aurait été accessible au public, puisque Nginx considère tout ce qui est dans le répertoire HTML comme public. Cependant, en le plaçant en dehors, il n'y a que mon code PHP qui pourra y accéder. PHP, quand il est installé comme je l'ai fait tout à l'heure, est livré avec toute une série d'extensions qui doivent être activées si on en a besoin. Elles sont dans le répertoire EXT, et dans la version Windows, ce sont des librairies DLL. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs extensions qui vont rendre PHP capable de se connecter à des bases de données, avec par exemple ici une extension pour MySQL et une autre pour PostgreSQL. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est SQLite, et pour l'activer, nous devrons modifier le fichier php.ini et décommenter cette ligne extension SQLite 3. Quand je redémarre le processus, PHP va donc charger la DLL qui le rend capable de se connecter à une base de données SQLite. Je peux désormais écrire la ligne de code qui me connectera à la base de données. La variable $db que je crée ici représente ma connexion à la base de données. Et la connection string sera en SQLite le chemin du fichier créé avec SQLite. Évidemment, si j'avais utilisé une base de données en réseau comme MySQL ou PostgreSQL, on aurait retrouvé ici l'adresse réseau du serveur de base de données et probablement le login et le mot de passe pour ouvrir la base de données. En SQLite, c'est simplissime. Le chemin du fichier .db et hop, on est connecté. Ensuite, je crée une requête SQL qui va me rendre la liste des entrées où le champ jour est égal au numéro d'aujourd'hui. Notez qu'ici, je demande à la base de données de calculer le numéro du jour avec la fonction strftime. Mais j'aurais aussi bien pu utiliser cette commande-là, puisque j'avais déjà une variable PHP avec le numéro du jour. Ça aurait donné le même résultat. D'ailleurs, celle-ci est probablement un peu plus performante, puisqu'elle évite de recalculer le numéro du jour. Désormais, la variable res est un objet qui contient les données dont j'ai besoin. Avec cette boucle while, je vais parcourir chaque entrée. À chaque tour de boucle, la variable row va contenir une des lignes de la réponse d'SQL. Pour la démo, et pour que vous voyez ce que ça donne à ce stade, je vais commencer par afficher un tableau HTML avec les noms, descriptions et la valeur de vegan pour chaque ligne de ce tableau. Je le passe ici en accéléré, mais si vous voulez retrouver le code source, le lien est dans la description. Et voilà, vous voyez qu'il y a eu 3 tours de boucle, et que donc 3 lignes avaient été renvoyées par la base de données. Je vais maintenant aller placer ces valeurs nom et description à l'endroit où je veux vraiment qu'elles apparaissent, donc ici et ici. Retour dans la partie HTML de mon code, je vais déplacer ma boucle while autour du tag itvplat afin de répéter ce tag itvplat autant de fois qu'il y a de lignes retournées par la requête SQL. Et donc, ce que vous me voyez faire là, c'est alterner les parties en HTML qui arriveront sur le navigateur et les parties en PHP qui seront exécutées sur le serveur web. D'ailleurs, je vous montre ici 3 manières d'envoyer des éléments HTML au navigateur depuis ce code PHP. Dans le premier cas, je sors simplement du bloc PHP, ce qui fait que ceci sera envoyé à l'HTML à la condition que vegan vale au moins 1. Dans le second exemple, j'utilise plus grand interrogation égale pour exporter une variable PHP vers mon HTML. Et la troisième méthode est celle-ci, avec la commande echo qui permet d'envoyer de l'HTML sans sortir du bloc PHP. Donc, dans ce code ici, j'ouvre un tag vegan ou viandard d'après la valeur de vegan de la base de données. Et ici, je ferme
vegan ou viandard d'après cette même valeur de vegan. Je finalise en nettoyant le code de mes exemples et pour être vraiment propre, je ferme la connexion à la base de données à la fin du code PHP. Ça y est, mon menu du jour est désormais dynamique et s'adapte au jour de la semaine. Voilà donc comment, dans le principe, fonctionne le web backend. Ça consiste à créer à la volée des réponses HTML qui seront interprétées par les navigateurs comme de l'HTML standard. Mais sachez qu'en web backend, on peut créer toutes les réponses et tous les formats qui peuvent être demandés à un serveur web. Je pourrais tout à fait générer du CSS ou du JavaScript. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on peut littéralement créer à la volée n'importe quel format de données qui serait compatible avec un navigateur. Prenez cette photo. Comme elle est dans le répertoire HTML de mon serveur, je peux y accéder avec un navigateur à l'adresse de mon site. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est écrire du code PHP qui va modifier cette photo à la volée et faire en sorte que le visiteur n'ait plus accès à mes photos originales, mais uniquement à celles que j'aurai modifiées. Je vous prépare ça et je vous explique tout ça dans une seconde. Votre correspondant est en train de coder pour le moment. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Voilà ce que ça donne. Sur mon serveur web, j'ai déposé les 3 images que mes visiteurs pourraient voir. La première, c'est moi, la seconde, c'est Cyril, et la troisième, c'est notre célèbre poulet mascotte d'Impulse TV. Mais quand j'accède à ces mêmes images à travers mon navigateur et mon serveur web, voici les photos transformées. J'ai ajouté un logo Impulse en filigrane, et le texte qui est intégré à la photo indique l'adresse IP de la personne qui a téléchargé la photo, ainsi que la date à laquelle la photo a été téléchargée. Laissez-moi vous expliquer comment ça a été mis en place. Tout d'abord, j'ai activé dans le php.ini l'extension GD qui est fournie avec l'installation de PHP. Ça va lui apporter la capacité à traiter des images. Ensuite, j'ai indiqué dans nginx.conf que si la ressource qui est demandée est un fichier JPG, il devra exécuter un nouveau script image.php. Dans image.php, je commence par retrouver avec ce code le nom du fichier que le navigateur avait demandé. Ensuite, je vérifie si j'ai bien ce fichier dans mon répertoire HTML, et si je ne l'ai pas, je vais renvoyer le code 404 et sortir du script PHP. Par contre, si j'ai bien le fichier demandé à disposition, je vais le charger dans un objet image demandée avec cette fonction. Ensuite, je charge une seconde image qui est le filigrane que je veux intégrer à mon image originale. Et c'est avec cette fonction que j'ajoute le filigrane à l'image à envoyer au navigateur. Tous les paramètres que vous voyez là sont en fait des indications pour positionner et adapter la taille des 2 images. Ce sont simplement des coordonnées XY de position. Et enfin, après avoir calculé ici l'endroit où je veux intégrer mon texte, qui est composé de l'adresse IP et de la date, je l'ajoute dans mon image avec cette fonction qui indique par exemple la police qui sera utilisée. Et pour finir, j'utilise ces instructions pour transmettre l'image au navigateur qui n'y verra que du feu. Il pensera que c'est un fichier image, tout ce qu'il y a de plus classique. Retour à mon navigateur, vous pouvez voir que mes visiteurs ont accès à mes 3 photos, mais uniquement les versions qui intègrent mes rajouts. D'ailleurs, vous voyez que si je requête plusieurs fois la même image, on a l'heure désormais tamponnée à la photo qui change en temps réel. À partir de là, je peux simplement rajouter n'importe quelle photo sur mon site web. Elles seront toutes filigranées et tamponnées avant d'être envoyées à mes visiteurs. Mes visiteurs n'auront jamais accès à mes photos originales. Aujourd'hui, vous en avez appris un peu plus sur les applications web avec les grands principes du back-end. Alors, pourquoi est-ce que PHP est de moins en moins utilisé dans les développements web? Eh bien, c'est parce que les applications après 2010 se sont complexifiées. L'architecture que je vous ai présentée ici, avec un serveur web et une base de données, est quelque chose qui ne tiendrait pas face aux standards des applications actuelles. Aujourd'hui, les applications ont besoin, pour répondre à leurs utilisateurs, d'aller puiser des données dans de multiples endroits différents, et l'application, pour être performante, doit être capable de faire des dizaines d'appels à des services et des bases de données parfois en même temps, pour essayer de gagner du temps avant de répondre le plus vite possible au navigateur de l'utilisateur. Et c'est bien en parallélisme, la capacité à faire plusieurs choses en même temps, que PHP s'est un peu fait distancer aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est possible de créer ce qu'on appelle des threads et des queues dans PHP, mais c'est géré beaucoup plus simplement avec de nouveaux environnements comme Node.js. À ce sujet, je vous conseille les très bons épisodes sur Node.js de Cyril, qui donnent une très bonne idée de comment on gère les tâches
asynchrone ou parallèle en Node. Et qui vous montre aussi qu'aujourd'hui, on préfère séparer les données des HTML avec des API et des formats comme JSON. Malgré tout, PHP n'est pas mort. D'abord, durant les quelques jours que nous avons passés à écrire cet épisode, une nouvelle version 8.1 est sortie, ce qui prouve que les développeurs de PHP sont toujours à suivre et pourraient bien nous surprendre dans les prochaines années. Et ensuite, avec plusieurs centaines de millions de sites qui fonctionnent sous PHP, il est fort à parier que vous aurez, en tant que développeur, à faire du PHP à un moment de votre carrière. Cet épisode est le dernier de notre série sur les bases du web. Cette série n'avait pas pour but de vous apprendre les langages HTML, CSS, JS ou PHP, ni de faire de vous des experts du réseau, mais plutôt de vous permettre de comprendre, en gros, comment les applications fonctionnent. Ceci fait, nous allons maintenant pouvoir monter de niveau et découvrir ensemble les dernières innovations en matière de tech. Mais ça, ce sera pour de prochains épisodes. Alors en attendant, abonnez-vous et à bientôt sur Impulse TV.